et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, le podcast qui dissèque des os et découpe tous vos films d'horreur préférés. Dans cet épisode, on dépoussière nos VHS et on ressort nos vestes en jean pour retourner en 89 pour parler du remake du film Danger planétaire. C'est bien évidemment Le Blob, réalisé par Chuck Russell, assisté au scénario par Frank Darabont. Le Blob raconte l'arrivée sur Terre d'une masse gélatineuse toute rose qui a un objectif et un seul, manger tout sur son passage. Et ça inclut tous les habitants d'Arborville, petite ville des États-Unis où tout va pour le mieux, avant que le blob ne commence à dévorer tout le monde et qu'un petit groupe d'adolescents se retrouve obligé de lutter pour sa survie contre la créature qui ne semble avoir que le froid comme point faible. Cet organisme grandit à une allure diabolique et de l'avis de tous, il est à l'heure actuelle à 1000 fois la taille de sa masse originelle. Personne ne me croit quand je raconte ce qui s'est passé cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux cet organisme vivant. Je crois qu'on l'a mis en colère. Le blob. La terreur n'a pas de forme. D'abord un flop, après avoir rapporté seulement 8 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 10 millions, le blob est devenu culte pour beaucoup de cinéphiles de par ses qualités visuelles, de par sa créature qui a traumatisé toute une génération de gosses, dont moi, et de par son scénario qui brise les règles du film d'horreur classique en n'hésitant pas une seule seconde à sacrifier tous ses personnages. Je suis Robin Plourde du Bistrot sur Filmo et chroniqueur dans le podcast Shitlist et sont présents ce soir Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Hello. Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Et Dario du podcast Plan Plan. Salut. On va parler d'un film un peu plus vieux que Boys of Red la semaine dernière, du coup, juste pour voir faire un petit tour de table. Du coup, qui connaissait le film et qui l'avait déjà vu avant l'émission de ce soir? Moi, je l'avais jamais vu. Je le connaissais, mais je l'avais jamais vu parce que je suis un peu un mec relou. J'aime bien regarder les originaux avant de regarder les remakes, les trucs comme ça. Bon, là, du coup, j'ai pas eu le temps de regarder le remake, enfin l'original, pardon. Mais ça faisait un moment que je lui tournais autour aussi à ce film. Donc c'était l'occasion de le voir, c'était cool. Moi je connaissais plutôt l'original en fait à la base, donc l'original de 58 avec Steve McQueen. Alors pour l'anecdote, c'est parce qu'il y a beaucoup de ma pop culture qui provient de Sabrina l'apprentie sorcière, la série jeunesse des années 90, qui en vrai était très référencée et très méta, sauf qu'on s'en souvient pas parce qu'on était des gamins. Et dans la saison 4 de Sabrina, figurez-vous qu'après la rupture avec Harvey, elle veut sortir avec un mec qui s'appelle Josh, qui est étudiant et qui du coup a 2-3 ans de plus qu'elle. Et donc, pour l'impressionner, elle fait genre qu'elle adore The Blob de 58 pour qu'il l'invite au ciné-club. Et alors qu'elle l'a pas vu, elle prétend qu'il est supérieur au remake pour se la raconter. Et c'est en fait du coup, en voyant des extraits de The Blob dans Sabrina que je me suis dit mais c'est quoi ce truc, ça m'intriguait trop. Et puis du coup j'ai découvert l'original bien avant le remake. Le remake je l'ai vu bien plus tard, c'était pendant le confinement. Dans l'histoire de malade pour commencer, on pourra pas faire mieux. C'est clair. C'est une anecdote tellement toi, Lily. C'est ça, c'est super cohérent et effrayant à la fois. Je trouve ça c'est parfait. Tu vois Sabrina, tu dis putain le blob c'est génial. Mais j'en ai plein des comme ça. Mais Sabrina, c'est incroyable. On en reparlera. Je connais plein de films d'horreur par Sabrina. Mais ouais, mais pourtant c'est quand même un film en France qui avait pas mal marché et qui avait quand même gagné des prix au festival d'Avoriaz, Feu Festival d'Avoriaz à l'époque, et qui a eu quand même aussi une belle carrière sur CinéFX et tout il y a 15-20 ans maintenant, ça nous rajeunit pas. Moi je l'avais découvert en VHS parce que ma mère à 8 ans m'avait déjà filé Alien 1 et 2 pour m'occuper et j'avais rigolé. Ceci explique cela. Ça explique bien des choses et elle a mis la barre plus haut, elle a fait bah écoute regarde Anaconda qui est devenu un de mes films préférés. Red Flag, je sais, j'ai rigolé aussi. Et elle me dit bah écoute, je vais te calmer, et elle m'a mis le blob en pensant qu'un chewing-gum rose qui mange les gens ça allait le faire, et puis en fait ça m'a traumatisé, mais genre vraiment, parce qu'on va le voir après, c'est un film qui brise beaucoup de règles habituelles que tu vois dans les films, même dans les films normaux, hein, c'est-à-dire qu'on touche pas aux enfants dans tous les films habituellement, et là le film s'en bat les couilles, donc tu vois vraiment un gamin de 8 ans qui fond un moment, et quand t'as 10 ans t'es en mode ah oui ok, ce genre de truc. Moi ça a vraiment laissé une sorte d'impression assez violente à l'époque. Et est-ce que vous avez vu l'original du coup? Oh oui. Moi non, j'ai pas vu. Oui. Ouais. Toi Mylène, j'ai vu que t'avais fait un vrai trip avec la franchise, parce que c'est une franchise de 2 films plus un faux film et de 2 films annulés. Donc il y a le fameux Blob de 58 avec Steve McQueen. Il y a Attention au Blob en 72 qui est une sorte de suite, reboot, remake, ce que vous voulez, horrible, qui est horrible. très très nul. Et il y a un Blob numéro 2, il me semble que t'as vu, Ouais, Mylène. qui est une fausse suite. Là, pour le coup, c'est pas du tout une suite.
Ok, ça, il n'y a même pas le blob dedans. Mais en plus, il est sorti la même année que le Blob, le remake. Hein. Donc, tu vois, c'est vraiment le genre de films qui ont été Oui, édités d'accord. en fait et qui ont pris un titre trompeur pour les vendre plus facilement, mais pas du tout. Mais par contre, si vous voulez voir le truc le plus psyché du monde, qui commence sur une intro avec de la musique psyché, sur un petit chat qui est réalisé par celui qui jouait JR dans Dallas, regardez celui de 70, il est horrible. Franchement, j'ai trop mal vécu ce visionnage. J'en ai fait des Il est cauchemars. Il est sur Nanarland, il est souvent référencé dans les trucs un peu honteux qui sont sortis à cette époque. Rien que la VHS, elle a l'odeur, tu sais, du film bien pété. Ah ouais, non. Alors mais- que le film dont on parle ce soir, rien à voir, en tout cas, je trouve personnellement. C'est pour ça que c'est moi qui l'ai choisi. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Et je te laisse commencer, Mylène. Ben, moi, j'ai adoré. Alors déjà, je l'avais déjà vu il y a un peu plus de 5 ans. J'avais aimé ce film, mais sans plus... Enfin, il m'avait pas plus marqué que ça. Vraiment, j'avais passé un très bon moment, mais c'était pas devenu mon film préféré. Et puis, j'ai mis longtemps à le voir parce que pour moi, un chewing-gum qui tue des gens, je m'étais dit, bon, est-ce que vraiment ça va me plaire? C'était un peu vendu comme ça. Et en fait, il y a tout ce que j'aime. Les années 80, c'est kitsch. Il y a des gens qui meurent dans un cinéma. On tue des enfants, ça j'adore. Enfin, dans les films, hein, bien sûr. Ok. Et Précisons les films. Non, Petit aveu, non, j'ai été prof des écoles et aucun enfant est mort. Enfin, je crois pas. Et ça explique la haine, du coup. c'est ça, voilà, tout s'explique. Hein. J'ai le droit. Et non, du coup, j'ai vraiment adoré ce film et surtout, je trouve que les effets spéciaux, ils sont assez incroyables. Vraiment, les effets de transparence sur les cadavres. Enfin, moi, en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, je suis passée à côté. C'était tellement chouette. Je pense qu'en fait, il a pas plu à l'époque parce qu'il était quand même vraiment en avance par rapport à certains effets, par rapport à certains tropes qui ont été du coup pétés, comme le fait de pas tuer des enfants dans les films d'horreur. Et du coup, il a pas su trouver son public. Mais pourtant, c'est une tuerie. Et franchement, quand on se tape toutes les suites, tous ceux d'avant, moi, j'ai pas du tout aimé celui des années 50. Je l'ai trouvé nul. Vraiment, j'ai pas accroché. Je trouve que ceux qui sont censés être des enfants sont plus vieux que leurs propres parents. Et donc, non, j'ai pas accroché. Pour moi, le meilleur, c'est celui des années 80. Vraiment, Ouais. je le trouve incroyable. Et puis bon, je suis pas très objective parce que c'est Chuck Russell qui l'a fait. Donc, je peux pas être objective. C'est pas possible. Du coup, t'es fan du Roi Scorpion, du coup? Ah ouais. C'est ça. Ouais, totalement, c'est ma ref. Et de l'effaceur avec Schwarzenegger. Vous me Ouais, faites mais mal, vous me faites mal. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chuck Russell, c'est aussi le réalisateur de Freddy 3. Je dis, je l'assume et je signe le meilleur Freddy. Voilà, Je suis simplement. d'accord. C'est dit, c'est assumé. Venez me chercher s'il le faut. Et c'est aussi au scénario Frank Darabont, qui est quand même un scénariste et un réalisateur assez reconnu. On lui doit Walking Dead, pré-Walking Dead merdique, La Ligne Verte aussi, Les Évadés, et surtout l'incroyable The Mist, qui est peut-être la meilleure adaptation de Stephen King, selon moi. Donc voilà, c'est quand même La Ligne Verte, c'est pas grosses mal personnes, aussi. hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour dire le niveau, quoi. Quand t'hésites entre La Ligne Verte et The Mist, et que c'est le même mec, tu dis, bon, bah écoute, voilà. Le mec, il a du talent. Et il y a aussi, en effet, une énorme prouesse technique derrière ce blob, parce que pour moi, c'est une des plus belles créatures des années 80. Parce que comment faire jouer du slime, en fait? Parce que c'est pas un mec dans un costume, c'est pas des CGI, c'est vraiment, en fait, vraiment 3 mecs sous des pochettes de slime qui sont trempés dans une sorte de tissu, etc., qui font glouglou dessous, en fait, et ça rend hyper bien. Et ça a été un enfer, apparemment, à filmer, à mettre en scène. Avec le mec qui rentrait chez eux, qui était complètement en fait recouvert de slime et qui puait le slime des mois après le tournage en fait. Pour revenir sur le slime, en fait, c'est pour l'anecdote, c'est du métocel, qui est une sorte de gomme alimentaire qui a été utilisée pour le film, qui a été mélangé à un épaississant pour milkshake. Et en fait, c'est ce qui se donne ce côté très tangible. Tu veux dire qu'il est comestible le blob? Ouais, techniquement, ouais. En petite quantité, peut-être, mais. Pas sûr que tu le digères, hein, vraiment. C'est pas le blob qui te mange, c'est toi t'essayes de manger le blob en fait. C'est ça, c'est l'inverse. À noter d'ailleurs qu'il y a beaucoup de plans du blob pas utilisés qui sont retrouvés dans Ghostbusters 2 quelques années après, qui est aussi un film à slime, voilà, qui utilise du slime rose tout le temps. Donc rien que pour ça, le blob est un bon film. Oui, parce que Ghostbusters 2, le meilleur Ghostbusters, voilà, soirée au tech, j'en ai plus rien à foutre. Non, moi j'aime celui de 2016. Ghostbusters 2016. Non, mais Mathieu va faire une crise, s'il te plaît. Lily, arrête, Mathieu va décéder. Non, c'était une blague de mauvais goût, excusez-moi. C'est totalement faux. Mathieu, t'en as pensé quoi du film? Bah écoute, moi j'ai adoré, je suis un petit peu comme toi en fait, enfin toutes les qualités que t'as pu énumérer tout à l'heure en fait, c'est un petit peu celles que je vois dans le film aussi. J'ai pas mal tourné autour du film, c'est-à-dire que je l'ai pas forcément vu au moment de sa sortie. Je me rappelle avoir bien bloqué en fait sur une image
qui était dans le programme de Canal+, que mes parents recevaient quand j'étais gamin. Et forcément, j'avais demandé à ce qu'on me l'enregistre, et forcément, mes parents ont refusé. Donc, il m'a fallu attendre pas mal d'années avant de voir La Bête. Et ce que j'en ai retenu la première fois où j'ai vu le film, c'est vraiment, encore une fois, comme tu l'as dit, les effets spéciaux et la qualité des effets spéciaux. Parce qu'il y avait, enfin, moi qui étais fan de FX et de comment est-ce qu'on les faisait, tout ça, enfin, vraiment, c'est un film qui me fascinait avant même que je le voie, parce que je comprenais pas comment, encore une fois, un gros chewing-gum pouvait se mouvoir, et techniquement comment c'était fait, quoi. Donc voilà, en vrai, c'est pas tant ce que ça racontait qui m'a intéressé la première fois que je l'ai vu, c'est comment le film était fait, quoi. C'est vraiment, je guettais plus les apparitions du blob que l'histoire et comment ça allait se terminer, quoi. Faut savoir aussi que le mec, en fait, qui est à l'origine de la créature, c'est un gars qui a repris le taf de pas mal de personnes, en fait, qui sont partis avant lui, parce que le tournage du blob a été assez compliqué. C'est un mec qui s'appelle Tony Gardner, et qui, à l'époque, en fait, n'avait que 23 ans. Le mec s'est formé sur Thriller, le clip de Michael Jackson, réalisé par John Landis. Il a bossé sur des trucs assez monstrueux avant et après. Donc vraiment, le mec, c'est loin d'être un clown. Et voilà, même si le film, il est pas forcément très différent des petites comédies horrifiques des années 80, un petit peu à la sauce Amblin, enfin ce genre de film où ça se passe toujours dans une espèce de petite bourgade américaine, à la campagne, avec des gamins qui sont confrontés à un truc que les adultes ne croient pas, et puis les autorités, le shérif, tout ça. Il y a un petit côté Goonies, mais en version plus horrifique, quoi. Donc moi j'adore ce genre de film, mais encore une fois, je l'ai pas forcément regardé pour ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était encore une fois, c'était la créature, quoi. Et à mes yeux, c'est une des plus belles créatures des années 80, même si aujourd'hui il y a peut-être 2-3 plans qui ont pris un petit coup de vieux. Mais c'est un film que je classe pas très loin en dessous d'un monument intouchable comme The Thing, quoi, par exemple. Il y a une rêve d'ailleurs à The Thing dans le film. Il me semble qu'il y a l'affiche quand le jeune punk là, je sais plus comment il s'appelle, Flag, il essaie de se cacher de la police et il se réfugie à l'entrée d'un cinéma pour fumer sa clope avant que le shérif le voie, et il est devant une affiche de The Thing. Oh, j'ai pas fait gaffe. Je l'ai pas vu. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il y a aussi un truc qui est vraiment sympa, et je rejoins ce que tu disais sur le côté c'est la créature, la star, mais il y a un autre détail, moi, qui m'a choqué, c'est que c'est presque... Maintenant, quand tu le revois 35 ans plus tard, tu parlais du truc qui a un peu vieilli, du fait que certains plans ont vieilli, mais il y a un truc qui a absolument pas vieilli, je trouve, c'est le côté méta avant l'heure du film. On dit qu'il tue des enfants, chose qui ne se faisait pas trop à l'époque, mais maintenant on est dans l'ère, si tu veux, il y a plein de films d'horreur qui vont casser des règles un peu aléatoirement pour tenter de choquer un peu. On va par exemple tuer le protagoniste dès le début, et c'est ce que le Blob fait, en fait, 35 ans à l'avance, parce qu'ils te font croire pendant 20 minutes que le héros du film, c'est c'est Paul. Le Jock. Voilà, le Jock, qui se fait laminer. Ouais. Oh, mais tellement. Dans une séquence immonde, où le Blob lui tombe sur la gueule, et le mec, en fait, se fait dissoudre en live devant sa meuf. Enfin, c'est là où moi j'avais capté à l'époque que j'étais pas dans un film pour les petits. Et le film, surtout à la caméra, qui ne recule pas devant sa créature. Parce que tu sais, il pourrait être tenté de pas trop en montrer. John Carpenter avec The Thing, tu vois. Là, tu la vois bien, la créature, mais quand même, il y a une sorte d'économie de moyens. Et là, il s'en bat les couilles. Il laisse la caméra sur sa proie tant qu'il faut pour vraiment te faire du mal, quoi. Ça, j'ai trouvé complètement audacieux, et ça tient toujours la route, en fait, bientôt 40 ans après. 35 ans, soyons pas non plus trop agistes. Mais voilà. Après, Hitchcock, il faisait ça en 1960, hein, c'était pas non plus... Oui, mais dans des films d'horreur des années 80 américains, c'était quand même vachement codifié. Ouais. On est pré-Scream, pré-Wes Craven, qui commençait à jouer avec tous les codes qui étaient introduits. Et c'est un des premiers films, si on regarde bien, qui a déjà les petites graines de ça, quelque part. Surtout que pour certains tropes, par exemple, tuer les enfants, c'est souvent hors champ. Comme dans Cimetière, oui, il y a un enfant qui meurt, mais on a juste quelques éléments sur la route, un peu à la Mad Max, et on n'a pas vraiment de truc frontal, contrairement à dans le Blob, où vraiment on voit le gamin se faire tuer. Ouais. Oui. Surprise. Ça, je m'y attendais pas en vrai. Les surprises de trope, c'est que tu te dis au début que ça va être Paul le héros, après tu te dis que peut-être ça va être Flag le héros, mais en fait non. C'est une héroïne, c'est Meg qui est vraiment l'héroïne absolue et qui tire le film tout le long, quoi. Exactement. C'est elle qui capte la faiblesse. Le shérif aussi se fait one-shot très vite, hors champ en plus, sans aucun respect. Alors par contre, le héros qui est pas celui qu'on pense au début, c'est déjà dans celui de 58. Manière, c'est-à-dire qu'il y a un personnage secondaire que tu penses avoir une importance dans l'histoire, et en fait, il se fait manger très vite aussi, quoi. Comme c'est la même scène dans la voiture avec sa copine, voilà.
Ah ouais, personnage horrible là, le mec dans la bagnole. Oui, Ouais. le blob à la rescousse d'une agression sexuelle, c'est beau. Bon, il tue la meuf quand même, mais. Ouais, non, mais bon, c'est un détail. Mais voilà. Mais du coup, toi, Lily, t'étais partie pour en parler du 58, mais le 88, t'en as pensé quoi? Alors moi, je vais reparler du 58 parce qu'en fait, moi le 88, j'ai trouvé que c'était surtout un très très bon remake parce qu'il améliore tout ce que l'original survolait. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, en 58, il y a beaucoup de mises à mort qui sont hors champ, et le remake, il nous donne à voir tout ce qu'on aurait aimé voir en 58, c'est-à-dire le moment où le blob ingère et même agglomère ses victimes. Et en même temps, celui de 58, celui de 88, pardon, renforce le côté comique de l'original qui était un peu moins perceptible. Mais ça n'empêche pas que ce remake respecte son matériau et lui rend même hommage. On parlait des effets spéciaux tout à l'heure, mais en fait il y a beaucoup d'effets spéciaux à l'ancienne dans ce film. On utilise beaucoup de maquettes, par exemple la scène qui m'impressionne beaucoup d'ailleurs, la scène de la cabine téléphonique où le blob agglomère toute une cabine téléphonique avec la serveuse à l'intérieur. Ça en fait c'est une maquette avec une poupée articulée à l'intérieur. Et moi je trouve que tout ça rend les choses très réelles à l'image, le fait qu'on économise sur le numérique, même s'il y a quelques ajouts. Et en fait moi je trouve que c'est les petits ajouts numériques qui ont très mal vieilli. Ouais. Et je trouve que c'est aussi un très bon remake, encore une fois, parce qu'il se réapproprie intelligemment le propos politique du film. Parce que en 58, pour rappel, on est en plein macartisme, donc en pleine menace communiste. Et dans le final de l'original, on voit les enfants, les parents, les figures locales comme la police ou le directeur du collège qui s'unissent contre l'envahisseur dans un seul élan solidaire. Et faut rappeler aussi qu'on est en pleine guerre du Vietnam, donc on a besoin de rassembler autour de valeurs communes. Et donc celui de 58, du coup, il est en opposition avec les idées hippies et avec les manifestants anti-guerre, donc c'est assez réac en fait. Alors que le remake, il va complètement retourner le truc, et c'est ça que je trouve hyper intelligent. Il va plutôt se mettre du côté des rebelles et des opposants. Et même leur donner raison, hein, c'est puisqu'il donne raison au héros qui est un rebelle, quoi. Et on sent du coup qu'on est bien après la guerre de Corée, bien après le Vietnam, qui a du coup une grande perte de confiance dans le pouvoir. Surtout que entre temps, il y a eu des théories complotistes qui sont un peu plus popularisées dans les années 70-80. Voilà, tous les trucs genre Zone 51, Roswell. Et donc le blob de 88, il va plutôt s'inscrire dans cette mouvance. Et pour moi, il préfigure même le revival des trucs un peu complotistes du début des années 90 comme X-Files. Donc moi, je trouve que c'est un film totalement précurseur. Et pourtant, c'est un remake, mais un remake super intelligent. Je me permets une petite remise en contexte pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu le film, parce que t'as totalement raison. Et juste dans le film, en fait, pour mieux comprendre ce que disait Lily, le gouvernement encercle la ville, empêche les habitants de sortir, et en fait, c'est le gouvernement le vrai méchant du film, puisque le blob, contrairement à l'ancien film, il me semble, c'est quasiment une création humaine dans celui-là. Oui. Je crois. Oui, c'est ça. Et c'est eux qui l'ont largué, en fait, en ville pour faire un essai. Et c'est de leur faute s'il y a un souci. Et c'est, du coup, en effet, le punk qui a raison depuis le début. Faut savoir qu'en 87-88, on est en pleine époque de l'apogée des banlieues pavillonnaires un peu bourgeoises américaines, où il y avait une vraie haine envers les punks, envers les marginaux, etc. Donc c'est vrai que c'était assez fort de le mettre en scène de cette manière et de foutre un biker que personne aime, d'ailleurs, ça se voit dans toute la séquence du film au début, en héros. Surtout après avoir buté au final le cliché des gens qui détestent ce genre de personnes au début du film, avec Paul. Donc voilà. Amélie, t'en as pensé quoi de ton côté, toi ? Moi j'aime beaucoup parce qu'effectivement c'est un film très punk, en tout cas moi je le trouve très punk, qui est du côté des adolescents et qui ridiculise absolument toutes les figures d'autorité qui sont dans le film. C'est-à-dire que le prêtre à la fin, c'est lui qui récupère le blob et c'est lui la nouvelle menace. Le père de famille, bon sous tout rapport, il est montré comme quelqu'un d'agressif et de ridicule qui écoute personne. Les flics, ils sont nuls, ou alors ils sont méchants ou corrompus. L'État, enfin la structure étatique, effectivement, c'est un complot. C'est eux qui ont envoyé une bactérie dans l'espace et quand elle est revenue, c'est le blob. Et en fait, ils sont complètement prêts à sacrifier la population pour leur expérience. Et
en fait, tous les adultes, ou en tout cas toutes les figures d'autorité dans le film, sont tournés en ridicule. Et justement, les héros, c'est d'un côté ce jeune punk, moi je le trouve une vibe très Twin Peaks. Je trouve une vibe très Twin Peaks à The Blob. D'ailleurs, il y a un acteur de Twin Peaks qui joue un médecin. Jack Nance, c'est ça. Et l'héroïne qui est à la base une fille à papa bien sous tout rapport. Sa maman, elle lui prête son petit cachemire pour qu'elle aille à son petit rencard. Et en fait, elle se transforme presque en Hélène Ripley avec une mitraillette. Elle sort les gamins des égouts. Elle a pas peur. C'est toujours elle qui prend un petit peu la tête des opérations. Même si parfois elle est un peu en opposition avec Flag. Mais en tout cas, c'est elle qui carry le film et qui sauve la ville, en fait. C'est elle qui se rend compte que son point faible, c'est le froid, tout ça. Et du coup, j'aime beaucoup ce film parce que je le trouve provoque, mais en même temps, il est du côté, effectivement, comme le disait Lily, il est du côté des marginaux, des provocateurs, des rebelles. Et il va assez loin en tuant des enfants et en mettant cette héroïne qui est super badass pour une lycéenne, quoi. Je trouve ça super cool. Et effectivement, on parlait du blob qui punit une agression sexuelle, le gars qui essaie d'agresser, voilà. Le gars qui essaie d'agresser une fille dans sa voiture, et ben il est bien puni et c'est une scène très satisfaisante, même si effectivement la fille meurt, la pauvre. La fille meurt, mais on la voit pas mourir. C'est vraiment. C'est vrai. Donc c'est pas l'intention de la séquence. Il veut vraiment marquer le coup et c'est plutôt satisfaisant de voir le mec. Meilleure mise à mort. Ouais. Mais après, il y a un petit truc entre le blob et la sexualité adolescente quand même. Parce que t'as vraiment cet enchaînement entre les ados qui vont acheter des capotes, et en plus c'est une petite scène un petit peu marrante parce qu'ils se font choper par le pharmacien, par le révérend. Et la scène d'après, c'est littéralement le SDF qui met un bâton dans la fente de la météorite dans laquelle il y a le blob visqueux qui est à l'intérieur. Et je ne peux pas ne pas voir ici une image extrêmement sexuelle du blob, en tout cas. Amélie était en train à pointer 2-3 acteurs. Moi, j'en ai capté un. Au cinéma, le projectionniste qui se fait bouffer par le blob. Je sais pas si vous l'avez. Ah non, j'ai pas. Chuck Russell, non, c'est pas ça? Non, pas du tout. Alors attends, j'ai noté son nom. Alors son nom vous dira rien, mais c'est Frank Collision. Et Frank Collision, c'est Horace dans Dr. Quinn. Voilà. Oh non, Lily. Oh non, oh non, oh non. Ah, je l'ai reconnu tout de suite. Voilà, c'est parce que t'es en train de te les refaire en ce moment. Non, mais j'étais une très grande fan, j'avoue. Je ratais pas entre midi et 2. Voilà, je courais à la maison pour voir Dr. Quinn. Vrai. Dr. Quinn entre midi et 2, c'était en effet toute une époque que j'ai connue aussi grâce à ma mère qui écoute le podcast et qui du coup se reconnaîtra, je pense, et qui va du coup t'apprécier. Parce qu'elle m'a infligé Dr. Quinn pendant 2 ans. Mais voilà. Voilà, donc c'est pas facile. C'est Horace, le mec du télégraphe dans Dr. Quinn, du coup. Voilà. Sachez-le. Dans le genre acteur connu, il y a aussi Bill Moseley qui est là. Bill Moseley qui a un tout petit rôle dans le film. Bill Moseley qu'on voit dans The Devil's Reject, dans La Nuit des Morts Vivants de 90, dans La Maison des Mille Morts, Massacre à la tronçonneuse 2, ouais, en effet, qui joue un des soldats du gouvernement. Donc il a une hazmat suit sur lui, donc on voit que son visage. C'est celui qui donne le bazooka dans les égouts. Okay. Voilà. Okay. Celui qui est blessé. Ah, ok. Ouais, celui qui est blessé, qui disparaît du film. Hein. Il est venu une journée de tournage, il a fait son caméo, lui, il s'est cassé comme un roi. Ouais. Non, lui, il a eu la flemme, il s'est dit, allez, c'est bon, niquez-vous. Il est resté en bas. Et voilà. Et ouais, il y a Chuck Russell qui joue qui a un caméo aussi, du coup, je crois, dans le cinéma. Mais du oui, coup, c'est le patron du cinéma, si je dis pas de conneries. C'est ça. Celui qui vient voir, du coup, Horace dans la cabine. Voilà, moi c'est resté. Ah oui, mais il y a plein de gueules que tu connais. Le shérif, il est joué par Jeffrey Damon, qui est dans Walking Dead, qui joue Dale, qui était dans The Mist et qui joue aussi dans La Ligne Verte, qui joue un des agents avec Tom Hanks. Donc plein de gueules que tu connais de l'époque, si tu veux, un peu plus jeune, hein, bien sûr, comparé à maintenant. C'est un film à gueule en fait, avec un casting principal qui a pas fait beaucoup de choses derrière. Il me semble, à part l'actrice Speed 2. Ouais. Toujours là. Waouh. Toujours là, qui nous poursuit malheureusement. Mais faudra qu'on le traite un jour ce film, hein, vu qu'on fait qu'en parler. Oh. Dario, toi t'en as pensé quoi au final? Moi du coup le film je le connaissais du coup sans jamais l'avoir vu. Je suis d'accord avec vous, il y a quand même un côté punk dans le film, mais pas dans tout le film. Par contre c'est là où je mettrais mon petit astérix, parce que je trouve que quand même structurellement le film reste quand même assez formel, même si je lui reconnais des qualités un peu punk. Donc
Donc voilà, le jock qui meurt au début, finalement, le héros, c'est en fait le biker, finalement, c'est la meuf. Les enfants qui meurent dans une scène, du coup, qui m'a choqué, parce que je l'attendais pas du tout, cette scène, pour le coup. Mais j'ai quand même bien aimé le film. Je trouve qu'il a vraiment cette vibe un peu drive-in, quoi, film de popcorn des années 80, quoi. Hyper cool à regarder. Il y a tout un côté méta avec le film d'horreur dans le cinéma, du coup, un truc que moi, que j'aime bien, ce genre de petites crottes de nez qui jettent à Vendredi 13. Non, franchement, j'ai passé un super moment. Le film, il raconte quand même des choses malgré tout, quoi. Donc tout ce qui est un peu anti-establishment dont tu parlais de l'élite tout à l'heure. Enfin, après vous avez un peu tout résumé. J'arrive en dernier, mais non, vraiment super visionnage, quoi. Le film, j'ai bien aimé. On a réussi à te faire aimer un film du podcast. Ouais, bah ça arrive. Hein. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une scène que j'avais déjà vue. Du coup, la scène où le jock là, il se fait buter par le blob. Je me demande si c'est pas genre dans une émission de Corridor Digital où il parle souvent des effets visuels et tout. Oui. Je pense que ça doit être là-dedans que j'ai dû le voir. Du coup, j'avais déjà vu cette scène et quand j'ai vu, je suis putain, j'ai déjà vu et tout. Beaucoup de mises à mort du film sont devenues plutôt cultes, entre la mort de Paul qui se fait du coup one shot dans l'hôpital avec le blob sur lui, il fume devant sa meuf, et aussi une autre qu'on n'a pas évoquée, c'est la séquence du robinet. Ah ouais. De l'évier où le blob en fait sort d'un évier et chope la tête d'un mec et aspire le mec dans les conduits de l'évier, quoi. Et moi, c'était mon deuxième choc du film. Toi, t'as le premier 10 minutes avant, et t'as le deuxième qui vient ensuite te rappeler que non, ça va pas se calmer. Cette scène est géniale en plus parce que c'est vraiment, ça tire en longueur, quoi. Il y a tout un truc où il y a la meuf de la cafétéria qui c'est bizarre, c'est bouché et tout, donc elle commence à me dire non putain, on va se faire buter, elle a l'air hyper sympa cette meuf et tout. Finalement il y a l'autre qui arrive qui dit t'inquiète, je vais le faire et tout. Aussi, tu sais, le personnage, il est montré comme hyper gentil. Oui, t'as un peu d'espoir en plus, tu te dis, elle a l'air sympa quand même, elle va peut-être pas mourir et tout. C'est ça. Surtout que le film, il est pire avec elle 10 minutes après. C'est ça, si on la retrouve dans sa cabine téléphonique à vouloir appeler le shérif, puis le shérif arrive à elle, mais à l'intérieur du blob, quoi. Mais ouais, en morceaux, quoi. Film méchant. Et du coup, il y a un côté un peu Alfred Hitchcock où, tu sais, ça joue sur la tension de ouf. Où après c'est le mec qui commence avec la ventouse, après il va mettre la main, c'est hyper long avant qu'il se fasse choper par le blob. Je trouvais que cette séquence hyper bien réussie, quoi. Oui, techniquement c'est une merveille. Petit dernier point avant qu'on passe aux avis des auditeurs, la photographie du film, on parlait de Twin Peaks, en effet ça ressemble à du Twin Peaks. C'est Mark Irwin à la caméra. Mark Irwin, vous le connaissez pour des machins qui n'ont rien à voir avec Twin Peaks, c'est lui qui a fait Scary Movie 3. C'est lui qui a filmé American Pie 2, donc des films très Twin Peaks aussi, comme vous pouvez le voir. L'horreur. Tout pareil. Et on le retrouve la vraie horreur. Ouais, elle est là. On le retrouve aussi en 96 sur un film de Wes Craven qui a révolutionné le slasher, c'est Scream. Scream. 96. Voilà. Mais j'ai demandé aussi du coup l'avis des gens sur les réseaux. Et alors un truc de fou, j'ai posté à la fois, on fait un épisode sur Boys Afraid et le Blob. Dites-nous vos avis sur les deux films. Boys Afraid, je vous l'avais dit l'autre jour dans l'épisode, on a eu beaucoup d'avis un peu, on sait pas trop, etc. Et pas tant d'avis que ça, alors que le Blob, je pensais pas que ça allait fédérer autant de gens, mais tout d'un coup, il y a eu une armée de personnes dans mes mentions qui ont débarqué et qui ont dit putain, c'est incroyable, j'ai peur des éviers, mais c'est génial. On a Liam de Bruel qui nous dit une excellente série B faussement classique dans ses contours, alors même qu'elle n'hésite pas à se détourner par instant des codes du genre par quelques mises à mort assez cruelles. Mon film de blob préféré, légèrement devant Kaltiki, le monstre immortel, qui est en effet un autre film de blob qui n'est pas dans la franchise, réalisé en 59 par Ricardo Freda. Je sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas encore Mathieu rattrapé. Non. Je connais le titre, mais j'ai jamais vu. Ouais. C'est Bava qui a récupéré le film, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il l'a fini, Bava, ce film. C'est ça, donc voilà. Liam qui flex avec un film qu'on n'a pas vu. Merci Liam. HK qui nous dit découvert en pensant voir un film d'horreur un peu chipouille, Monumental Erreur. C'est un film d'action, une comédie, un film d'horreur. Le tout enrobé par une technique et un rythme encore imparable aujourd'hui. Et une cruauté vraiment délectable. Un must. Voilà. HK psychopathe, hein, clairement. C'est là pour voir les gens souffrir. Clément ESD nous dit l'époque qui nous offrait des remakes meilleurs que les originaux, La Mouche, The Thing et Le Blob. En effet, c'est peut-être le trio gagnant des années 80. Moi, il y a des trucs que je préfère dans celui de 58. Hein. Moi, je préfère... Alors ça, c'est purement subjectif, mais je préfère le look du Blob de 58 qui ressemble vraiment à un amas de joints de silicone de salle de bain. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Et puis, je trouve qu'en fait, la narration dans celui de 58 est plus condensée, ça va plus vite, on s'ennuie un peu moins entre les attaques, quand même. Pour lui laisser quelques qualités. Le 58 ?
Ouais, le 58, je te trouve qu'il va plus vite. Déjà, il est plus court, je crois qu'il dure 1h18, un truc comme ça. Ouais. Tu vois, du coup, t'as pré-shot un des prochains avis, mais ok, en fait, plusieurs personnes... Non mais t'inquiète pas, en fait, plusieurs personnes, je l'ai noté, ont quand même dit que le 88, il est un peu mou. Je sais pas si vous avez retrouvé ça. Alors, en effet, je suis d'accord. Je sais pas si c'est des vannes en référence au blob, je sais pas si... hyper premier degré ou pas, mais beaucoup de gens trouvaient que le rythme était un peu bâtard. Moi, j'ai jamais ressenti ça. Est-ce que c'est parce que c'est un film doudou, est-ce que c'est parce que j'aime le film, ou je sais pas, mais ou parce que c'est un film des années 80 aussi, parce qu'avec un œil de 2023, quand tu regardes un film qui a quasiment 40 ans, bah forcément c'est pas les mêmes. Je pense que quand tu connais pas le premier et du coup tu connais pas déjà l'histoire, du coup tu t'ennuies un petit peu parce que tu te dis ouais bon c'est quand que ça arrive la scène là, voilà, donc tu attends aussi entre les scènes quoi. Bah pourtant tu vois, moi j'avais vu le premier juste avant et en fait j'ai trouvé le premier très long. J'ai vraiment eu du mal en me disant ressenti 3 heures quoi, et en fait celui des années 80 j'ai préféré au niveau du rythme. Mais encore une fois, je suis très cliente de tout les années 80, tout ça, le chewing-gum. Donc ça a bien vachement marché sur moi. Je trouve qu'en fait, au niveau du scénario, il y a beaucoup plus d'éléments et du coup, tu t'ennuies un peu moins. Là où dans le premier, vraiment, je trouvais que c'était un peu laborieux. Ouais, bah, je pense que ça, c'est purement subjectif. Bah ouais, totalement. On en reparlera du 58. Du coup, peut-être on le fera un jour, on sait pas. Peut-être qu'on fera même le fameux Attention au blob, le blob 2. Histoire de se faire un peu mal. Oh punaise. Pour l'instant, on parle de films assez appréciés ou assez cultes et je pense qu'il faudra un jour aller dans les navets, histoire de vraiment montrer ce que le genre a à offrir. Et peut-être même aussi il est temps de référencer aussi, peut-être dans l'épisode, avant qu'on se quitte, les 2 films avortés, parce que Rob Zombie devait faire un remake pendant un temps. Ah putain, j'ai vu ça aussi. Ça aurait été bien. Ça aurait été... J'aurais été je suis pas sûr. J'aurais été curieux de voir. Ouais, je suis pas sûr non plus. Non, je crois pas. Mais c'est Rob Zombie, ça divise. Alors, il y a des concept art qui existent en ligne. Si vous tapez The Blob 2016 Rob Zombie concept art, ça avait l'air hyper différent. Le blob, c'était une sorte de monolithe et il y avait des gens blob. Est-ce que le blob parlait comme Michael dans Halloween ou pas? Parce que je sais pas, peut-être. Hein. En tout cas, il y aurait eu Sherry Moon Zombie, je pense, quelque part, à poil. Ouais, bah oui. L'origine story du blob. Il a eu une enfance difficile et tout. C'est ça. Redneck blob. Faut le comprendre. Mais il y avait l'air d'avoir un concert. Il y avait une sorte de secte du blob avec des gens à moitié blob qui allaient attaquer des gens. Ça avait l'air d'être une vision totalement différente. Projet qui ne s'est pas fait parce que peut-être que les studios ont vu ce que faisait Rob Zombie et ont ouvert les yeux. Voilà, peut-être. Je glisse au passage. Et Jason West devait réaliser un film en 2019 avec Samuel Jackson, un nouveau remake du Blob. Avec, attention, il avait annoncé un Blob en total CGI. Wow. Ce qui ne s'est pas fait, je trouve, et heureusement. Ouais, parce que c'est ce qui fait le charme du truc aussi. Ouais. C'est la gelée, le joint de salle de bain, voilà. Ça qu'on aime. Et ça vieillit plus vite. Le CGI. On le voit d'ailleurs dans le film de 88, tous les effets où tu dis putain, c'est pas ouf. C'est que des effets numériques, c'est pas du tout des effets pratiques, quoi. Ouais, tout à fait. Ça vieillit vachement plus vite, ils ont bien fait de pas le faire, du coup. Et en termes d'interprétation, les acteurs, quand ils se font slimer, le slime, c'est tellement... C'est sur eux, quoi, ça se voit. Je vais encore citer le film maudit Ghostbusters 2016, où il y a que du slime en CGI un peu partout. Ça se voit, c'est pas réel. C'est immonde. Voilà, désolé Paul Fagan, on en reparlera. Mais t'allais dire un truc, Mathieu? Non, je me retenais justement de dire un truc. Ah oui. Mathieu, il se mord la lèvre depuis tout à l'heure. Me laisse pas seul. Vas-y, dis-le que tu l'aimes pas. Non, mais tout le monde sait que j'aime pas ce film. Mais du coup, là, on évoquait en fait le projet avorté de Rob Zombie de faire une espèce de blob avec potentiellement, pas mal de redneck parce qu'on sait qu'il aime beaucoup ça. Mais un truc qui m'a marqué quand j'ai revu le film il y a pas longtemps, c'est que il y a cette fameuse scène dans le cinéma où des gamins sont en train de regarder un film et d'être dérangés par un spectateur qui fait un petit peu de bruit derrière avant que ce spectateur se fasse bouffer par le blob. Le spectateur qui fait du bruit et qui emmerde tout le monde, en fait, c'est un redneck. Et après, c'est peut-être moi qui extrapole un petit peu, mais symboliquement, j'y vois un petit peu une espèce de... Un biker, non, plutôt un redneck, en fait, parce qu'il a la casquette, il a le... Je sais pas, je l'ai vu comme un vieux biker. Il parle comme un beauf un peu aussi. Ouais. Une espèce de... on peut dire que c'est une espèce de mélange entre les deux, mais moi, pour moi, c'était vraiment... Un américain, quoi. Un connard. Un connard. Mais le fait qu'il se fasse bouffer par le blob et qu'ensuite l'écran devienne rose, j'ai l'impression symboliquement, il y a une espèce de petit passage de relais, quoi. Quand le redneck a été une des grandes figures du mal dans le cinéma de genre américain des années 70, celui des années 80, en fait, c'est le latex, en fait. C'est les créatures, c'est les monstres, en fait, qui prennent le relais. Et tout de suite après le plan où on le voit se faire bouffer,
l'écran devient rose. Donc symboliquement, en fait, c'est un méchant qui prend la place d'un autre, quoi. Bon, voilà, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je trouve ça assez amusant. Et du coup, Rob Zombie, il aurait fait un film sur ce mec-là, ça aurait été un super. Bah, c'est Rob Zombie, quoi, donc forcément, ça aurait été nul. Mais non, ça aurait été nul. Allez. Ah ouais, j'aime pas Rob Zombie, je suis dans ta team, Mylène. Merci. Team joint alors, team joint de salle de bain. Hein. T'es tout seul, Mathieu. Je m'en fous. On fera un épisode sur Rob Zombie pour que tu puisses te répondre de tes actes, plutôt. Sur la trilogie Firefly. Oh non. C'est ça. Après, il y a quand même des héritiers du Blob de nos jours, même si la franchise n'a pas continué, puisqu'il y a Stranger Things et surtout la saison 3, qui, elle, n'hésite pas à aller dans les références au Blob avec du coup une créature faite de viande humaine qui bouge comme le Blob. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui. Je me souviens pas du tout de ce monstre. Le fameux Mind Flayer, le méchant de Stranger Things, qui est de base une sorte d'araignée géante enfumée dans la saison 3, se déplace dans notre monde avec une sorte de pantin de chair humaine, avec des gens qui fondent dedans, etc. Ça m'a un peu vendu le fait qu'un Blob en CJ pouvait marcher, parce que Stranger Things, on peut dire bien des choses dessus, mais c'est quand même bien fait en termes de CJ. Après, il y a 4 ans de gestation entre les saisons, et quand on sait le climat actuel des studios de VFX aux États-Unis actuellement, j'y crois pas trop. Je pense pas aussi qu'un nouveau Blob pourrait avoir le budget de Stranger Things. C'est cher, hein, Stranger Things aussi. Donc voilà, mais c'est bien de voir que la créature est référencée à droite à gauche quand même. Il y a aussi Chair de Poule, le film, où il y a un Blob géant à la fin qui est une vraie référence à la fois au bouquin évidemment, mais aussi au Blob de 88. Mais parce que Chair de Poule, c'est la vie. Oui. Aussi, Chair de Poule, c'est la vie. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, ce que vous voulez, on est partout, même sur YouTube maintenant pour ceux qui ne sont pas fans des plateformes audio. Merci Dario. De rien, pas de soucis, merci à toi. Merci Mathieu. Merci à toi. Merci Amélie. Merci à vous. Merci Lily. Merci beaucoup. Et merci Mylène. Merci à vous. On se retrouve vendredi prochain avec un film un peu plus violent, qui sera sans doute déjà fuité sur les réseaux sociaux, donc on va assumer que c'est un des films préférés de Mathieu, qui s'appelle Ebola Syndrome. Radicalement différent, préparez-vous, ça sera un peu plus dark, voilà. 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Profitez des débuts de jumpscare qui sont encore zen, parce que semaine prochaine, ça va passer un cap. Voilà, pour le meilleur ou pour le pire, on sait pas où on va, mais on y va. Bonne soirée tout le monde et bonne semaine. Salut. Salut.